Prince de ligne, mémoire, en 1807. Enfin je l'ai vu, ce faiseur et défaiseur des rois, sachant qu'après ses victoires, ses entrevues et sa paix, il passait par Dresde pour s'en retourner à Paris. J'y ai été de Töplitz le 17 juillet. Je me suis mis dans la foule avec le duc de Weimar, au bas des escaliers de la cour. L'empereur et le roi qui l'a créé le montèrent assez doucement à cause de la quantité et de la maladresse des courtisans saxons, pour que j'examinasse bien le premier depuis les pieds jusqu'à la tête. Je lui trouvai un beau port de tête et de noblesse militaire. Ce n'est pas celle des parchemins du trône qui donne du dédaigneux ou de l'impertinent qu'on prend souvent pour du noble. Son coup d'œil était ferme, calme et imposant. Il avait l'air, en montant, de penser à bien des choses importantes, ce qui lui donnait du repos à sa physionomie, qui paraissait dans son naturel. Mais il me déplut. Le lendemain, par un sourire grimacier, de fausse bonhomie, sensible et protégeant, dont il régala la canaille, et moi à la galerie des tableaux. Quand il se tourna ainsi vers nous, une demoiselle assez curieuse, aussi que moi, me dit qu'il a l'air bon et doux. Ah, mademoiselle, lui dis-je, c'est un mouton. Je le côtoyais avec la foule comme un amant suit son objet qui danse une écossaise, montant et descendant la colonne pour ne pas le perdre de vue. Ainsi je ne perdais ni un regard ni un son. Celui de sa voix m'apparut un peu commun. Il fit quelques questions et observations en un style un peu haché, et ce qu'il y a de singulier, à la Bourbon, dont il a aussi un peu du balancement en marchant ou en s'arrêtant. Est-ce le trône de France qui le donne? Est-ce joué?
Malheureusement, il ne balance pas autrement. Tout est à remarquer dans un homme qui ne fait et ne dit rien pour rien. C'est ainsi que je l'ai remarqué passant légèrement sur la Madeleine du Corrège. Létitien, les trois grâces, charmante esquisse de Rubens, le fameux Vandenberg, etc. Pour s'arrêter avec affectation devant un tableau de bataille ou d'un grand trait d'histoire. Je dirais encore, est-ce naturel? Est-ce joué? C'est bien là, je crois, l'occasion de dire que c'était pour la galerie. J'ai trouvé que ce sourire bonhomme n'était nullement à sa place. Il faut porter vers un assemblage ou une assemblée quelconque de peuple un air touché de son empressement, mais sérieux, parce que le public est respectable. On doit éviter la familiarité, à plus forte raison, la bonté factice. Voilà des nuances qui échappent à un grand homme. Et en vérité, cela ne vaut pas la peine d'y penser. Mais elles sont de bonne compagnie. Il vaudrait mieux, pour l'Europe, subjuguer, qu'il eût l'usage du monde au lieu de celui du camp. Le roi avait fait préparer un souper de 30 couverts pour Talleyrand. Je le reconnus à la lueur de l'illumination sur le pont en arrivant. Je le gagnai de vitesse et, arrivé plus vite que lui au palais du Brûle, qui lui était destiné, nous soupâmes tête à cette table de 30 couverts où il fut, à son ordinaire, un des hommes les plus aimables qu'on connaisse. Il n'osait que sourire à quelques plaisanteries sur les hommes et les affaires. Par exemple, lorsque m'ayant dit que le roi de Saxe était fait duc de Varsovie, je lui demandai si c'était pour s'être distingué à la guerre, comme Lefebvre, fait duc de Danzig. Napoléon se baigna
donna des audiences dans son bain, se coucha, se leva à 5 heures, alla à l'hôpital voir des blessés d'Iéna, puis les fortifications et l'école des cadets qu'il questionna en les prenant par l'oreille. C'est une drôle de manie ou de manière. Il en faisait autant à Jean Liechtenstein dans les négociations de Paris et de Presbourg. Et un jour, qu'il avait changé d'avis sur quelques articles, il fut fort étonné que le négociateur lui refusa son oreille en lui disant: si le héros du siècle ne dit pas le mardi comme le lundi et manque à sa parole, il ternit sa gloire. Un militaire n'est pas fait pour traiter avec lui. Je lui enverrai un ministre. Et cela lui en imposa.